décaler un peu. Je vois pas, monsieur. Décaler. Décaler un peu. Si pour vous c'est la droite, pour moi c'est ma gauche. Allez, on y va. Madame Perrin, Monsieur Lefebvre, il est au téléphone. Il est là, il est là. Alors, Madame Liot a donné pouvoir à Madame Guéméné. Monsieur Boulard, il a quelques petits soucis, voilà. Il a donné pouvoir à moi-même. Madame Leroc. Monsieur Miro a donné pouvoir à Madame Leroc. Madame Bernard, Monsieur Guillot, Madame Bron, Madame Gourvès, Monsieur Bernet, Madame Marot, Monsieur Le Floch a donné pouvoir à Monsieur Pelletier, Madame Lecointre. Monsieur Leroux a donné pouvoir à Christophe Lefebvre, Madame Kerr-David, Monsieur Grard, Madame Pirot, Monsieur Cateau, Madame Orgebin, Monsieur Pelletier, Madame Guéméné, Monsieur Olivier, Madame Pesquer, Monsieur Malardet. Alors, Madame Corlet avait appelé la mairie pour avait donné pouvoir à Monsieur Kerbelec, mais Monsieur Kerbelec n'est pas là. Hein. Il arrive là? Ah bon, d'accord, ok. On va l'attendre. Lui demander s'il a, s'il a le pouvoir ou pas. Bonsoir. Est-ce que vous avez le pouvoir de Madame Corlet, Monsieur Kerbelec? Bon. Bon. Non, pas. Ok. On n'a pas eu le papier? Bon, vous prenez le pouvoir? Allez. On y va donc. On a le quorum. Secrétaire de séance, je vous propose Madame Perrin, si vous ne voyez pas l'inconvénient. Pas de souci. Ensuite, donc, il y a des remarques sur l'ordre du jour. Non, donc on aura des questions diverses à la fin. On a donc deux procès-verbaux. Les signatures vont circuler. Il y a le PV du 9 juin du dernier et il y avait le PV du 11 avril avec les modifications qui ont été proposées par M. Malardet, qui ont été prises en compte. Donc les signatures vont tourner. Ensuite, on y va. Hop. Donc, le bordereau numéro 1, donc c'est comme d'habitude délégations de compétences qui sont accordées donc au maire. Nous avons donc un appel à cotisation pour le réseau SPEF. Le réseau SPEF, c'est comment les REF. Ensuite, vous avez les passations de marché d'avenant pour ce qui concerne les travaux de l'extension de la mairie, le travaux de viabilisation du lotissement sur la Croisetière. Nous avons un abonnement à la Gazette des communes. Nous avons deux passations de contrats d'assurance pour l'extension de la mairie. Ensuite, on a le suivi en hygiène 2023 sur la restauration scolaire et une délimitation du domaine public rue du Guénic. Ensuite, on a donc des délivrances de concessions,
4 délivrances au cimetière du bourg, plus c'est des renouvellements, une régularisation et une au cimetière Parc Blémort. Voilà. Il y a des questions là-dessus. Ensuite, question numéro 2, c'est une nomination du référent déontologue pour les élus. Donc, depuis la loi 2015-366 du 31 mars 2015 du Code général des collectivités territoriales qui définit l'ensemble des principes déontologiques qui sont applicables aux élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, de leur mandat, pardon. Donc, afin d'accompagner les élus dans la mise en œuvre de cette charte, comment dirais-je, il y a eu l'action publique locale qui a introduit le droit pour chaque élu de consulter un référent déontologue qui est chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte que je rappelle qui est lue chaque début de mise en place de conseil municipal. Donc, il y a eu un décret en février 2022 qui est complété par un arrêté qui définit les modalités et critères de désignation de ces référents. Donc, en gros, chaque élu pourra, s'il le souhaite, saisir ce référent déontologue qui a été désigné. En fait, ils sont désignés par une liste de l'Association des maires de France. Et donc, chaque collectivité va puiser un déontologue. Et nous, on a donc fait le choix d'en prendre un très proche de la commune, puisqu'en fait, l'association en désigne, c'est un peu dans toute la Bretagne. Il s'agit pour nous, si vous en êtes d'accord, de Madame Corinne Hervé, qui est DGS honoraire, qui était déjà déontologue auprès du centre de gestion 56. Voilà. Donc, en fait, on vous propose cette dame jusqu'à l'expiration du mandat 2020-2026. Il y a des questions là-dessus? Des voix contre? Des abstentions? Merci. Question numéro 3. C'est l'activation de la protection fonctionnelle d'un élu. Je rappelle que M. Le Squer ne votera pas. Donc, M. Le Squer, qui le 10 septembre, à l'occasion d'une célébration à la chapelle de la Vraie Croix, en fait, s'occuper de la sécurité de la manifestation, a été victime d'une agression verbale et physique, suite à une altercation avec une riveraine. Donc, on vous propose, puisqu'il y a possibilité de mettre en place la protection fonctionnelle qui est régie par deux articles du Code général des collectivités territoriales, qui dit que la commune est tenue de protéger les élus contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes. Donc, je vous propose d'accorder à M. Le Squer la protection demandée et la réparation qui en résulte. Oui. Oui, alors sur ce point en particulier, sachez que cette situation nous a aussi interpellés et nous apportons naturellement pleinement notre soutien plein et entier à Philippe Le Squer. Attendez, je baisse un peu le volume parce qu'il me paraît un petit peu fort. Je ne sais pas, ça fonctionne ou non, c'est bon, ça marche. C'est bon là, c'est un petit peu mieux. Maintenant, deux questions se posent en ce qui me concerne, c'est comment prévenir ce genre de situation qui, malheureusement, il est à craindre, sont appelés à se développer. Et je ne pense pas simplement aux élus, je pense également aux agents qui sont en contact de publics parfois contrariés, remuants. Et ma première question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, puisque nous avons pour les élus une enveloppe de formation qui a été votée en début de mandature et qu'on pourrait solliciter pour des formations à l'agressivité
Et sachant qu'également pour les agents, il y a une antenne à Vannes du CNFTP qui est un catalogue qui peut tout à fait répondre à cette demande-là. Je pense aux agents parce que les élus, sont en contact avec la population de manière très ponctuelle, alors que les agents, eux, c'est au quotidien, tous les jours. Je pense surtout aux agents qui sont en relation avec le public. Donc je me demande si on ne pourrait pas, dans le cas de la prévention des risques sociaux, mettre en place un plan de prévention pour les agents et pour les élus pour toutes ces raisons. Bizarre. Alors, pour votre mémoire, en début de mandat et au budget chaque année, il y a une enveloppe qui est prévue de formation pour les élus, qui est votée lors du budget, et pour les agents, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Ils peuvent s'inscrire aux formations de la CNFPT comme n'importe quelle formation. Donc, nous n'avons jamais refusé de formation pour les agents. Mais pour les élus, il y a bien une enveloppe qui existe, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec cette même question en lien, en tout cas, moi je fais le lien de cet événement avec la perception que peuvent avoir certains de nos concitoyens de l'action publique, et notamment à travers les élus. Début juillet, je vous ai sollicité, en tout cas je vous ai interpellé en commission plénière pour tenter de mettre en place une réflexion sur les événements qui se sont passés au début de l'été. Je pense aux révoltes urbaines, où on a vu que qu'il y avait quand même une charge symbolique à l'égard et des bâtiments et des élus qui avait été évidente. Donc je mets en lien, je ne savais pas que ça arrivait aussi vite sur Inantec, ce genre de situation. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi à ma proposition et si vous avez l'intention effectivement d'organiser une commission de réflexion. On aurait à réfléchir, en tout cas à discuter entre nous sur des constats, apporter des analyses peut-être, et surtout faire des propositions. Il y en a. Vous savez, moi, il n'y a aucun problème à faire de la réunion pour de la réunion. Chaque fois qu'il y a un problème, pourquoi pas, hein. Oui, on peut organiser une réunion si vous le souhaitez, hein, mais je pense que la réflexion va au-delà de Riantec et vous le savez très bien. Je pense que vous suivez l'actualité. Bon, le cas qui est présent, c'est vraiment, je pense, je dirais pas que c'est anecdotique pour Monsieur Lesquer, mais bon, c'est pas régulier sur la commune de Riantec. Voilà, on a tombé sur peut-être quelqu'un qui était un peu énervé, et puis voilà. Mais je pense que, vous savez, la réaction des gens actuellement, effectivement, est, je ne dirais pas de plus en plus violente, mais c'est, voilà, on perçoit une petite agressivité quand même qui n'existait pas les années précédentes. Voilà. Mais bon, on peut faire quelque chose, hein, bien sûr, se réunir et puis essayer de réfléchir à quelque chose. Mais déjà, faire de la prévention pour les agents et des élus, déjà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, la gendarmerie, pour l'instant, va mettre en place un module, justement, un module qui a trait sur l'agressivité auprès des... Pour l'instant, c'est réservé aux adjoints, mais pourquoi pas, je demanderai à ce que ce soit un peu plus élargi. Voilà. Enfin, dernière question sur le même sujet. La présentation qui a été faite dans la presse, c'était que Philippe Lesquer vous représentait ou était en délégation, enfin je ne sais pas très bien, il faudrait reprendre les termes exacts, et je me suis interrogé sur la fonction d'un élu dans ce cas-là. Je me suis demandé, est-ce que le maire doit être représenté dans le cadre d'une manifestation, fût-elle religieuse,
Et ensuite, que dit la loi? Que dit la loi sur ce point en particulier? Écoutez, la presse, elle a écrit ce qu'elle a voulu, je n'ai pas été contacté par la presse. Voilà, c'est tout. Et enfin, la loi, que dit la loi? Est-ce que le maire doit être représenté dans ce type de manifestation? Ben, le maire peut très bien assister, comme notre président de la République l'a fait d'ailleurs, à une cérémonie. Voilà, et puis, je sais pas, je suis pas allé voir la loi là-dessus. Enfin, voilà, on n'en sait absolument rien. Il faudra que je regarde. Mais si moi je suis invité quelque part, et là c'était le cas, je suis invité par l'association qui s'occupe de ça ou invité par le recteur, si je ne peux pas m'y rendre, je peux très bien désigner quelqu'un pour y aller à ma place. Merci pour ces précisions. Ça fait... Au vote, est-ce qu'il y a des voix contre? Question numéro 4, mise à disposition d'un terrain communal aux salles en vue de la création d'un verger partagé. Dominique. Bonsoir. Donc, il s'agit de la disposition de la parcelle communale CK 190. L'association Les Salles Licornes partagée avec les habitants du quartier des Salles, ce qui représente 15 foyers, qui adhèrent à l'association début juin, et une dizaine d'adhésions supplémentaires donc étaient attendues. Il est proposé de mettre à disposition gratuitement la parcelle cadastrée CK 190 à l'association dans le cadre d'une convention renouvelable annuellement. En cadre de vie en date du 10 juillet 2023, le maire propose donc au conseil municipal d'approuver la mise à disposition gratuite de la parcelle cadastrée CK 190 d'une superficie de 574 m² située aux Salles à l'association Les Salles Licornes et dans le cadre de la création d'un verger partagé et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition gratuite du terrain. Des questions? On peut passer au vote. Des voix contre, des abstentions. Merci. Question 5, Dominique, toujours. Oui, alors là, il s'agit cette fois-ci de la mise à disposition de la parcelle communale dans le cadre de pratiques d'éco-pâturage. Donc, pour rappel, c'est une solution alternative à l'entretien mécanique des parcelles. L'éco-pâturage consiste à réaliser le fauchage et débroussaillage des espaces verts avec des animaux. Cette pratique est mise en œuvre dans le centre-bourg depuis l'an dernier pour l'entretien des espaces verts dans le parc du Presbytère. En 2022, les parcelles cadastrées CB16 pour 1339 m², CB563 pour 8221 m², situées à Kerner, avaient également été identifiées pour des pratiques d'éco-pâturage. Vous avez le plan des parcelles en dessous, cadastrées. Dans ce cadre, la commune a été sollicitée pour la mise à disposition de ces 4 parcelles en vue de l'installation de 2 à 3 chevaux permettant d'assurer l'entretien des parcelles à l'année. Une mise à disposition des parcelles est proposée pour une durée de 5 ans reconductible annuellement. Une redevance annuelle révisable à échéance des 5 ans d'un montant de 150 € sera appliquée. Le projet de délibéré porte donc au vu de l'avis de la commission cadre de vie en date du 14 septembre qui était favorable, le maire propose au conseil municipal d'approuver la mise à disposition des parcelles cadastrées CB16, CB563, CB450 et CB459 en dehors des lotissements du lotissement de Kerner pour une durée de 5 ans reconductible annuellement dans le cadre de pratiques d'éco-pâturage, de fixer le montant de cette redevance annuelle à 150 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de ces terrains.
Il y a des questions? On peut procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Question 6, Dominique, toujours. Alors là, il s'agit de l'inscription du circuit de Locmiquelic au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, que l'on connaît sous le nom de PDIPR, du Morbihan. Conformément aux dispositions de l'article L361-1 du Code de l'environnement, le département a compétence pour établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, PDIPR. Afin de finaliser l'inscription au PDIPR d'un itinéraire de promenade et randonnée situé sur la commune de Locmiquelic et passant sur la commune de Riantec, le maire propose au conseil municipal de donner un avis favorable au passage de cet itinéraire sur la commune de Riantec. Cet itinéraire passe sur la commune sur 3 km et emprunte notamment une portion de la parcelle cadastrée B numéro 109. Il s'agit de propriétaire, c'est l'immobilière Groupe Casino. Vous avez sur la carte l'itinéraire, on voit bien la délimitation des deux communes. Et vous avez en jaune, donc le tracé jaune, c'est la commune de Riantec. La flèche rouge indique donc la portion qui passe sur la propriété privée du groupe de l'immobilière Groupe Casino. L'avis de la commission cadre de vie en date du 10 juillet a été favorable. Le maire propose donc au conseil municipal d'adhérer au PDIPR du Morbihan, d'approuver le tracé du sentier de randonnée tel qu'il figure sur les plans IGN au 1/5 millième, annexé à la présente délibération, et notamment la portion du circuit passant sur la commune de Riantec, mentionnée précisément sur les états et extraits cadastraux ci-joints. De décider de donner un simple avis favorable sur l'ensemble du tracé du PDIPR, de donner un avis conforme favorable concernant les chemins ruraux et voies communales inscrites au PDIPR du Morbihan, les extraits de planches cadastrales au 1/5 millième concernant ces chemins ruraux et voies communales et sont annexés à la présente délibération, de s'engager à laisser le libre accès et la libre circulation aux promeneurs et randonneurs toute l'année, entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus afin de maintenir en permanence le bon fonctionnement du cheminement mis à disposition du public, prévenir suffisamment à l'avance la commune de Locmiquelic, Lorient Agglomération ou le département, au cas où une modification de l'itinéraire s'imposerait, afin de trouver d'un commun accord un itinéraire de substitution, consentir à ce que le parcours mis à disposition figure sur des panneaux de signalétique et supports de promotion, topoguide, site internet, etc., réalisés par le département, la commune ou l'Orient Agglomération, ainsi que par tout autre organisme ayant vocation à promouvoir les formes de randonnée non motorisées, d'autoriser un balisage et une signalétique en conformité avec les instances fédératrices ou structures compétentes, et d'autoriser le maire à signer les conventions de passage avec les propriétaires concernés, notamment sur la parcelle B0109, objet de cette délibération. Monsieur le maire. Des questions? On peut procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, une demande de subvention de l'association amicale des anciens marins de Mersel-Kébir. Donc en fait, l'association des anciens marins de Mersel-Kébir souhaite ériger à Brest un mémorial inscrivant dans l'espace public tous les noms des marins qui ont perdu la vie parce que notre escadre française avait été attaquée à l'époque par la flotte anglaise. Voilà, pour mémoire, je crois que oui, voilà, 1297 victimes. Donc pour ce projet, il y a le conseil municipal de la ville de Brest qui a unanimement approuvé la mise à disposition à l'association de l'espace nécessaire pour ériger ce mémorial. C'est au belvédère de Sainte-Anne-du-Porzic, pour ceux qui connaissent. Bel endroit d'ailleurs. Enfin, pas aussi beau que Riantec, mais presque. Donc l'association a sollicité les soutiens financiers de l'État, la région, les départements, les membres de l'association anglaise quand même, et elle sollicite également le soutien des communes dont étaient originaires les victimes à hauteur de 500 € pour chaque victime de cette tragédie. Et nous avons
sur la commune de Riantec, nous avions le matelot Frédéric Léon Bréjean, qui était né à Riantec le 21 février 1922 et qui figurait sur le rôle de l'équipage de la Bretagne, à bord duquel il est décédé le 3 juillet 1940 à l'âge de 18 ans. Donc il était matelot canonnier. Donc son nom figure déjà sur le monument aux morts de Riantec avec la mention mort pour la France. Donc je vous propose effectivement d'allouer les 500 € à cette association pour ériger cet espace mémorial. Voilà. Des questions? Des voix contre? Des abstentions? Merci. Question numéro 8. Subvention au secours populaire. Bon, effectivement, nous avions omis lors de comment on a passé les subventions au conseil municipal, effectivement, on avait oublié la subvention au secours populaire. On l'a oublié tout simplement parce que voilà, elle n'était pas inscrite dans les conventions. On va faire une convention avec les autres communes, comme ça on n'oubliera pas. Donc je vous propose un montant par habitant de 0,75 € qui fait pour l'année 2023, nous avons donc 5806 habitants, un montant de 4354,50 €. C'est Madame Pesquer qui va être contente. Il y a des questions? Des voix contre? Des abstentions? Merci. Question numéro 9, taxe d'habitation, donc majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Donc un petit peu d'histoire. Un projet de décret a été présenté le 13 juin au comité des finances locales, qui donc visait à modifier le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants. Il s'agit de traduire l'article 73 de la loi de finances pour 2023 qui a étendu la définition des communes situées en zone tendue, sur le territoire desquelles peuvent s'appliquer différentes impositions liées à la vacance d'un logement ou au caractère secondaire d'une résidence. Il s'avère que Riantec est intégré, comme Port-Louis, et Gavre, à cette liste annexée au décret du 10 mai 2013, ainsi modifié. Donc les logements vacants seront donc soumis à la taxe sur les logements vacants, la TLV. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1407 du Code général des impôts, les conseils municipaux des communes situés dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants peuvent majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60 la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, avant ce décret, souvenez-vous, toute augmentation du taux de la THRS devait être corrélée à une augmentation du taux du foncier. Et à l'époque, au regard des taux élevés en foncier sur la commune, qu'on n'a pas bougé depuis 2008 d'ailleurs, il ne semblait pas pertinent de procéder à une telle mesure. Donc l'élargissement du périmètre prévu par ce décret change la donne et permettrait à la commune de majorer son taux sans dispositif de corrélation. Et on ne touche pas, bien sûr, du coup, au taux du foncier. Donc, l'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. Il est proposé, alors, pour qu'on soit un peu cohérent avec les communes voisines, donc avant la commission, mais j'en avais parlé en commission, je m'étais rapproché du maire de Port-Louis, du maire et de la commune de Gavre. Donc, il vous est proposé d'instaurer une majoration de 60% de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. On est en phase avec les deux autres communes, puisque, je le répète, Locmiquélic n'est pas éligible. Voilà. Oui.
6 mois de occupation, et notamment par rapport aux éventuels logements gérés sur des plateformes. Les logements qui sont gérés par les plateformes, ils ne sont pas occupés. Ah oui. D'accord. Et oui. Parce que le vrai problème, il est là. Le problème est là, on est d'accord. Et bon. C'est comme ça. C'était une précision que je souhaitais. Enfin, je le savais, mais je pense qu'il est bon de le dire. Oui, mais oui. Faudrait modifier la loi. Bon, il y a d'autres questions? Des voix contre, des abstentions, une abstention, merci. Ensuite, on passe. Question numéro 10. Demande de subvention, déplacement du monument aux morts. Donc, l'implantation actuelle du monument aux morts. Donc, bon, tout le monde voit où il est, se situe dans le cimetière du centre-bourg. Il n'est pas visible. On a régulièrement des problèmes de sécurité lorsque on part de la mairie pour rejoindre le cimetière. Donc, il faut bloquer la route. C'est pas simple. Je vois, moi, un petit souci également de sécurité avec les enfants qui participent aux manifestations patriotiques. Donc on avait envisagé déjà dans le mandat précédent de le déplacer à côté de l'église. C'est pour ça qu'il y a actuellement l'endroit est bien défini. On a mis un parterre de fleurs. Donc, et là, j'avais donc mandaté Monsieur Grard pour s'occuper de cette affaire. Il est proposé de solliciter une subvention au titre de la PST, un programme de solidarité territoriale, auprès du service des anciens combattants. Donc le plan prévisionnel de financement pour ce déplacement, en gros, serait un total de 17 000 € avec une participation du département du Morbihan de 3 400 €, une participation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de 1 600 €, un autofinancement communal de 12 000 €. Voilà, donc sur un total de 17 000 €. Je vous propose qu'on puisse donc lancer ce déplacement du monument aux morts pour que celui-ci soit prêt pour le 8 mai, pour le 8 mai 2024. Voilà. Oui, monsieur. Oui, on en a parlé en commission, du moins en commission des finances, et dans le cadre, disons, de ce déplacement, je ne reviens pas sur le fond, mais uniquement sur les cérémonies protocolaires, et je souhaiterais que l'on puisse, même si ce n'est pas dans le protocole strict, que on puisse, que ce soit à côté du monument aux morts ou devant la mairie, toujours maintenir une cérémonie des couleurs. Et effectivement, même si ce n'est pas prévu au protocole, je pense que, surtout avec les temps qui courent, l'affichage des valeurs républicaines est important. Bon, que je vous ai dit qu'on va regarder ça, mais bon, je pense que vous connaissez, vous n'êtes pas sans savoir quand même l'attachement que j'ai sur les monuments aux morts, hein, voilà. Néanmoins, un mât de pavillon, là où on hisse les couleurs, bon, les mâts de pavillon, c'est plus dans la marine qu'autre chose, mais bon, bref. Près de la maison du peuple, c'est important également.
C'est-à-dire que si on met un pavillon à côté du monument aux morts, de toute façon, on maintiendra, je n'ai pas encore pris ma décision, mais on maintiendra celui de devant la mairie, de toute façon. Voilà, je vais y réfléchir. Mais bon, en termes de valeurs républicaines, je pense que compte tenu de la présence massive des associations patriotiques et même des administrés et des enfants lors des manifestations patriotiques, je pense que voilà, Riantec n'a pas à rougir de ses valeurs républicaines. L'affichage, bah oui, bon. Attention, attention, hein. On voit par exemple, là, il va y avoir, il y a l'hommage aux harkis, par exemple, il y a tous les ans l'hommage aux fusillés, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est le bâtiment, c'est la mairie qui doit, là où doit être le drapeau tricolore. C'est également important. Je vous ai dit qu'il y avait aussi également la possibilité sur ce monument aux morts qui n'existe pas sur la commune de Riantec, mais qui est réglementaire, qui peut être réglementaire. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais on peut y accrocher également le drapeau tricolore sur le monument aux morts lorsqu'il y a les manifestations patriotiques. Voilà. Oui, merci pour toute cette précision. Moi, j'ai découvert lors de cette commission et lors de cette annonce que la messe de souvenir était protocolaire et pas le lever des couleurs. Ça m'a questionné un peu. Bon, mais n'y voyez pas ma liste du tout. Dans vos propos, à l'instant, vous me rassurez parce que moi, ma crainte, c'était justement qu'il fallait choisir entre ces deux protocoles, lever des couleurs et comment dirais-je, enfin en tout cas cérémonie devant l'église, et ça m'embêtait un peu parce qu'effectivement je pense que les deux ont leur charge symbolique et des charges symboliques importantes, et effectivement je rejoins Gérard Olivier dans cette demande de maintenir le lever des couleurs devant la mairie, devant ce bâtiment, effectivement qui symbolise la puissance publique. Merci. Rassurez-vous, il n'était pas mon intention d'enlever le mât des couleurs devant la mairie. Hein. Si je pouvais en mettre 10, j'en mettrais 10. On peut passer au vote. Il y a des voix contre, des abstentions. Une abstention. Merci. Pardon? Ah ouais, 2. Ok. Ensuite, question 11. Produits irrécouvrables, donc budget principal de la commune. Donc en fait, il y a donc la DGFUP qui a demandé effectivement d'éteindre les créances pour un montant de 1 431,85 € suite effectivement à des liquidations judiciaires ou alors des surendettements qui sont passés pour les peu d'argent sur la commune. Voilà, donc bon, on en passe régulièrement. Il y a des voix contre, des abstentions, merci. Question 12, la redevance pour occupation du domaine public. Donc, comme tous les ans, on a donc de la redevance pour les ouvrages de distribution de gaz. Donc, on a une longueur de canalisation de 26 km et des poussières avec un taux qui est actuellement à 0,035 € du mètre, ce qui fait un montant de la RODP 2023
2424. Et en ce qui concerne la ROPDP, là, on a 165 mètres, hein, on n'est pas dans les mêmes domaines. Pour un montant de 69 €. Voilà. Donc, en fait, c'est des taux qui sont retenus par décret et qu'on ne peut pas intervenir dessus, quoi. Voilà. Des questions? Question numéro 13, Nathalie. Dénomination d'une voie communale, îlot des Bruyères. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. La dénomination suivante est proposée dans le cadre de la création d'une nouvelle voie dans le lotissement l'îlot des Bruyères. Donc la suivante, impasse Léon Gauthier. Cette dénomination est proposée en hommage à ce militaire français, Léon Gauthier, né le 27 octobre 1922 à Rennes, fusilier marin des forces françaises libres. Il est le tout dernier à mourir le 3 juillet 2023 à Caen, parmi les 177 Français du commando Kieffer ayant participé au débarquement de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Qui a eu le droit d'avoir d'ailleurs le drapeau tricolore lors de son décès, heureusement. Des questions? Des voix contre? Que ce soit uniquement une impasse. Ouais, bon. Ouais, bon. Mais bon, c'est tout. Bon. Des voix contre? Des abstentions? Merci. Nathalie, toujours 14. Question numéro 14. Rétrocession rue du Guénic, parcelle BS 148P et 150P. Donc la commune a sollicité auprès du propriétaire des parcelles cadastrées BP 148P et BP 150P, situées donc rue du Guénic et en cours de division, la rétrocession d'une bande d'environ 2 mètres de large le long des parcelles, correspondant à une partie de l'emprise de l'emplacement réservé numéro 7, défini au PLU, pour l'aménagement de voies douces. La superficie totale à rétrocéder à la commune est de 108 mètres carrés. Cette rétrocession est bien sûr proposée à titre gratuit, la commune prenant à sa charge les frais de bornage et de notaire afférents. On en passe régulièrement. Ouais. Donc, voilà, il y a des questions sur ce bordereau. Donc on peut passer au vote. Des voix contre, des abstentions. Merci. Nathalie, toujours. Donc question numéro 15, terrain La Pradenne, reprise EPFR. Donc le projet d'aménagement global du secteur de La Pradenne nécessite l'acquisition d'emprises foncières. Pour l'acquisition et le portage de ces emprises, la commune de Riantec et Lorient Agglomération ont décidé de faire appel à l'établissement public foncier de Bretagne, EPF Bretagne, par le biais d'une convention opérationnelle d'action foncière signée le 24 janvier 2013. Donc, l'EPF Bretagne a acquis les biens listés ci-après. La commune de Riantec doit, selon les dispositions de la convention opérationnelle en date du 24 janvier 2013, acheter à l'EPF Bretagne les biens listés ci-après. Considérant que la durée de portage étant arrivée à son terme, il convient que l'EPF revende à la commune de Riantec les biens listés ci-dessous. Le prix de revient hors taxe
871,08 euros. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver les modalités de calcul du prix de revient, soit 209 671 euros et 8 centimes, achetés à ce jour, susceptibles d'évoluer selon les dites modalités, d'approuver la cession par l'établissement public foncier de Bretagne à la commune des biens ci-dessus désignés au prix de 209 671 euros et 8 centimes, hors taxe, d'accepter de payer en plus toutes dépenses, charges ou impôts que l'établissement public foncier de Bretagne aurait à acquitter sur les dits biens. Je rappelle que ce montant avait été prévu au budget qu'on avait vu à l'époque du budget. Des questions là-dessus? Donc, oui. Oui. Voilà, il y a une erreur. Il y a une coquille. Très bien. Ah ouais. Bien. On corrigera. Merci. Des voix contre, des abstentions. Merci. Alors, c'est laquelle l'erreur? C'est le bon chiffre, c'est quoi? 5 et 1, 6 et 1, 7, 8, 8, 16 et 11, 6, 7. Ouais. C'est le premier tableau, c'est bien 209 671 et non pas 871. Voilà. Ok, question numéro 16. Vente de terrain, zone d'activité de Ville-Marion. Suite à l'approbation du PLU fin 2022, la commercialisation des lots 21, 22, 25 de la zone d'activité de Ville-Marion peut reprendre. La superficie des lots est la suivante. Lot 21, 1259 m². Lot 22, 1273 m². Lot 25, 1913 m². Le lot 25 a été divisé afin de permettre à la commune de conserver une emprise d'environ 300 m² et de pouvoir répondre ainsi à des besoins futurs en matière de local et de stockage pour les espaces, de surface technique pour nos services techniques. C'est ça. Il y a des questions là-dessus? On peut passer aux voix, des voix contre, des abstentions. Merci. Question 17, Nathalie, toujours. Cession de 2 lots issus de la parcelle communale cadastrée CK59. L'acquisition de 2 lots issus de la parcelle cadastrée CK59 située dans le quartier des Salles a été sollicitée par des riverains du quartier. Donc, lot A, surface estimée 651 m², lot B 165, le zonage est en NDS. Le prix au mètre carré proposé est de 11 € TTC, incluant le prix d'achat du terrain à 3 € le mètre carré conformément à l'avis des domaines et 50% du coût de démolition du cabanon implanté sur la parcelle et de retraitement de l'amiante, coût total de 13 032 € TTC, soit 8 € du mètre carré. Le prix n'inclut pas les coûts de division de bornage et les frais de notaire à répartir au prorata de la surface acquise par chacun des 2 acquéreurs. Des questions? On peut procéder au vote, des voix contre, des abstentions. Merci. 18, Nathalie, après tu pourras te reposer un peu.
déclassement d'un chemin communal OAP de Kervian Sud. Dans le cadre de l'aménagement de l'OAP de Kervian Sud, la création d'une liaison douce piéton-cycle était initialement prévue sur une partie de l'emprise d'un chemin communal dont l'accès se situe belle vue du Loc et matérialisé par des points verts sur le plan ci-dessous. Il est proposé de déplacer cette liaison au nord de l'opération pour permettre l'accès aux piétons et cycles à la zone commerciale d'Intermarché à l'est et de céder l'emprise du chemin communal situé dans le périmètre de l'OAP à l'aménageur. L'aménageur rétrocédera en contrepartie à la commune l'ensemble des parcelles correspondant à l'emprise des futures voies de circulation douce du lotissement. Pour cela, il est nécessaire, dans un premier temps, de procéder au déclassement du chemin communal du domaine public, soit un chemin d'une largeur de 2,50 m à 3 m et d'une superficie d'environ 400 m². Bon, c'est une procédure qu'on fait dans tous les lotissements. Oui. Oui, je voulais intervenir sur ce point parce que le déclassement d'un chemin communal n'est jamais anodin. Il n'est jamais anodin car pour deux raisons. Ils ont une mémoire et ça a parfois des conséquences. J'ai en mémoire pour ma part, résidant à Servins, lorsque le chemin communal de Servins en 1971 a été vendu à un propriétaire riverain, a eu pour conséquence de limiter l'accès au village de Servins à tous les habitants dont je faisais partie de ce côté de la rue de Kerduran, qui était le chemin des écoles et le chemin de la plage l'été. Les conséquences aussi, c'est que il me semble que dans cette OAP en particulier, il est risqué de penser cet aménagement et ce lotissement sans prendre en compte les remarques des riverains. Ce chemin que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ce week-end, il a une configuration très, très particulière. Il y avait dans la présentation à la commission un ajout, une phrase par rapport à l'énoncé dans le délibéré de ce conseil, une proposition qui était la suivante. La portion de chemin restant pourrait également être proposée à l'acquisition du propriétaire de la parcelle cadastrée BM22. Je crois que c'est sa demande. Je pense qu'elle est raisonnable et si on peut céder une partie de ce chemin qui n'a pas beaucoup d'utilité aujourd'hui, il faut le reconnaître, pour faciliter l'aménagement de ce lotissement, on peut aussi raisonnablement, je pense, prendre en compte la demande de ces riverains pour la portion restante. Bon, si c'est enlevé, c'est moi qui ai demandé de l'enlever, première chose. Deuxième chose, soyez rassurés pleinement, les riverains en question, je les vois là. Tout simplement, c'est qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Pour l'instant, c'est un déclassement de chemin communal et comme vous le dites, qui n'est pas du tout employé. D'ailleurs, le fait que l'aménageur nous rétrocédera, comme on a fait route de Plouinec, comme on fait dans les autres OAP, ça va permettre justement aux administrés de pouvoir traverser ce terrain pour aller directement sur Intermarché. Au moins les futurs chemins communaux seront employés. Et pourquoi j'ai demandé à l'opérateur de déplacer justement ces chemins? Eh bien, c'est pour répondre à votre demande d'ailleurs, puisque effectivement, lorsque vous employez ce chemin communal, vous passez quasiment dans la salle à manger des propriétaires à côté. Donc, pour l'instant, on divise, on rétrocède au promoteur, et dans un second temps, on verra pour
vendre le reste de bout de chemin. Voilà. Donc cette possibilité reste d'actualité. Ben, Ça reste une option. Si vous vous êtes rapproché du propriétaire à côté, vous avez qu'à lui demander de lire le mail que je lui ai fait. Non, mais moi je ne suis pas là pour défendre les intérêts d'un riverain. Je vous dis simplement que j'imagine mal l'aménagement d'un lotissement avec des conflits de voisinage à venir. C'est juste un souci de tranquillité publique. Mais enfin, c'est notre quotidien de tous les jours, monsieur Kerbalek. Bien, on s'est au moins rejoint sur ce point. Et je vous rappelle que cette question concerne un déclassement. Oui. Déclassement, ensuite division, cession. On procède par étapes. Voilà. Donc vous verrez d'autres questions proposées en conseil qui concerneront la division et la cession. D'accord. Pour l'instant, faut pas mettre les. Voilà. Déjà, faut faire la division déjà pour commencer. C'était juste une alerte. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça sera du gâteau. On propose, s'il n'y a plus de questions, on propose au vote. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Merci. Je ne sais plus où j'en suis, moi, 18, 19. Ensuite, question 19, marché fourniture de services de télécommunications. Donc, par délibération du 18-10-2022, le Conseil communautaire de Lorient Agglomération a décidé d'adhérer à la centrale d'achat RECHA. C'est un groupement d'intérêt public dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats. Dans le cas présent, pour nous, les besoins identifiés portent sur la fourniture de services opérés de télécommunications sur le lot numéro 3 qui est la téléphonie mobile et le lot numéro 2 qui est la téléphonie fixe, service internet, distribution d'appels et autres. Donc, la condition pour les communes de bénéficier de ces conditions tarifaires intéressantes est de faire des économies de procédure et la création d'un groupement de commandes. Voilà. Donc, on a déjà regardé, effectivement, on gagne pas mal en téléphonie mobile. Donc, je vous propose donc l'adhésion de la commune à ce groupement de commandes. Voilà. Il y a des questions? On peut passer au vote, des voix contre, des abstentions. Merci. Ensuite, une dernière question. Demande d'urbanisme pour la construction de la salle sportive. Nathalie. L'avant-projet définitif de la salle multisport, donc dojo, danse, yoga, rue du Stade, ayant été finalisé, le permis de construire de ce futur équipement est en cours de dépôt. La surface totale est de 430 m² 70, dont 252 m² de salle d'activité. Le plan de financement a également été actualisé pour un montant total de 903 500 € hors taxes, hors option. Voilà, donc là, c'est effectivement une demande, une autorisation ainsi de dépôt de PC pour la salle sportive. Voilà. Oui. Au début de ce projet, monsieur le maire, et suite à une demande que j'avais formulée à l'époque au conseil municipal, vous aviez réuni une commission ad hoc réunissant des représentants des différentes commissions intéressées, finances, éducation, culture, sport, sur ce projet. On a eu une réunion, j'en ai pas vu d'autres. Aujourd'hui, donc, vous nous informez que l'APD est finalisée. Nous aurions peut-être un certain nombre d'élus et nous aurions été enchantés de le connaître. De connaître quoi?
parce qu'en fait, le nombre de réunions sur ce sujet, je crois qu'il y en a eu 3 avec les élus, dont 2 commissions et une commission élargie. C'est pas une seule réunion, c'est 3. Là, on est en avant-projet. On parle de, c'est une délibération qui concerne de l'urbanisme en termes de cession, de comment dire, de jonction de terrain. Voilà. Et la commission élargie n'a été réunie qu'une seule fois, la première fois. Ouais, les autres commissions, on a eu 2 fois de plus. Bon, Je suis ravi d'apprendre de toute manière il y a un APD qui est finalisé. donc s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer au vote. Des voix contre, des abstentions. 3. D'accord. Merci. On peut passer aux questions diverses. Vous les lisez, monsieur Kerbelec, et j'apporte la réponse. Ça y est, c'est bon. Bien. Question numéro 1. Une parcelle située au 100 rue de Carburant a été mise à nu en prévision de l'installation d'un commerce. Un permis de construire déposé en mairie a été accepté. En quoi consiste ce projet? Bon, c'est un permis de construire qui vaut permis de démolir, qui a été déposé le 28 avril 2023, qui consiste en la démolition du bâtiment qu'il y avait sur cette parcelle et la construction d'un bâtiment qui comprend un local commercial et un logement. Pour quel type de commerce? Enfin, quel type d'activité? C'est l'esthéticienne qui se déplace, celle du carrefour de l'Aubrière. Voilà. D'accord. Okay. Là où il y avait l'ancienne pharmacie, peut-être. Okay. Il y a une autre activité qui prend la relève à ce carrefour de la Madeleine ou pas? Vous avez une information? Il est pas dans ce commerce n'est pas dans le linéaire du PLU, puisqu'il est complètement excentré du centre-bourg, donc on ne peut pas le mettre dans le linéaire de PLU. Donc je ne sais pas, je ne connais pas les intentions du propriétaire actuellement. D'accord. Question numéro 2. Des arbres ont été abattus aux abords du centre de tri postal. En quoi ces abattages étaient-ils nécessaires? Où en est le permis d'aménager sur la Coissière? Les lots constructibles ont-ils tous trouvé acquéreur? Bon, le permis d'aménager, il prévoyait l'abattage des arbres parce qu'ils étaient en plein milieu d'une parcelle, donc on ne pouvait pas y mettre une maison. Et puis dans les voiries, par contre, dans ce permis d'aménager, toutes les plantations qui sont en bord de voie doivent être conservées. Voilà. Question numéro 3. Le remplacement de la vanne à vis sur la digue de Stervin avait été envisagé cet été pendant la période estivale par le service compétent de l'Orient Agglomération, mais non réalisé à ce jour. Avez-vous des informations sur ce projet de remise en état de cette vanne? Les travaux ont été réalisés en juillet comme prévu. Et d'autant plus qu'il y aura une intervention très proche de désensablement sur ce secteur. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. D'accord, donc les travaux se feront de temps. Oui. D'accord, ok. Question numéro 4. Des aménagements cyclables ont été réalisés rue de Stervin en printemps. Une évaluation de ces aménagements est-elle prévue? Jean-Marc, tu as assisté aux 2 réunions. Je pense que tu as déjà la réponse. C'était à titre expérimental pour une année. Il a toujours été question de refaire une évaluation 1 an après. Les travaux s'étant pas déroulés au mois d'avril-mai, l'installation. On va attendre avril-mai 2024 pour faire la réunion avec de concertation avec les riverains. Très bien. Il y a des demandes de petites rectifications à la marge qui ont été demandées assez rapidement. Est-ce qu'elles ont été réalisées ou est-ce qu'elles sont envisagées ou est-ce qu'il faudra attendre donc l'évaluation dans quelques mois?
Je n'ai pas de notion de modification. À vérifier. Question numéro 5. Pour rappel, quelle est la réglementation en vigueur en matière d'entretien de la végétation en bordure de voies, en particulier lorsqu'elle déborde sur les trottoirs, entravant de fait les déambulations des piétons? Il y a un arrêté permanent qui est applicable sur l'ensemble du territoire de la commune depuis le 11 octobre 2022 et nous faisons régulièrement des rappels aux usagers, aussi bien parfois rappels verbaux ou rappels écrits que je signe. Si vous avez des endroits qui ne sont pas nettoyés, je vous invite à me les faire remonter. Très bien. Question numéro 6. Les conditions d'accès au chemin qui longe le collège dans le parc de Kerduran sont difficilement accessibles, notamment en personnes en fauteuil roulant car entravées par plusieurs grosses pierres ou pièces de béton. Les travaux du collège étant à présent achevés, comment justifier la présence de ces obstacles? Pouvez-vous intervenir pour rendre cette voie plus accessible à tous? Ouais, alors on va regarder ça. Par contre, lorsque vous parlez de pièces de béton, je ne vais pas apprendre ici au sein de cette salle pourquoi on met des pièces de béton à cet endroit-là. Je suis allé mesurer par moi-même. Le passage entre les deux pièces de béton est supérieur à 1,40 m. Donc, bien plus large que certains trottoirs sur la commune d'Orientec. Donc, par contre, effectivement, oui, il y a la tour carrée, là où on a mis des barrières, parce qu'effectivement, l'édifice est un petit peu dangereux, mais on ira voir. Et effectivement, c'est sûr que si on trouve des endroits où les personnes handicapées ne peuvent pas passer, on va y remédier. Il m'a été signalé sur ce point, justement, que ces blocs de béton et ces pierres étaient très, très régulièrement déplacés. Est-ce que vous avez... oui, on les déplace. Alors sans délivrer de secret, de toute façon, là, moi, on est en train de regarder un autre système beaucoup plus efficace. Mais là, ils sont déplacés. Pourquoi? Lorsque les services techniques ont besoin d'intervenir avec les machines devant le château de Kerduran, il faut les déplacer. Pour l'instant, ils ne peuvent pas passer au-dessus encore. Question 8 et dernière question. Comme nombre d'administrés, nous avons constaté la suppression de stop et un passage à la priorité à droite route de Plinec. D'autres modifications de priorité sont-elles envisagées? Afin d'assurer une sécurité renforcée suite à ces changements de règles de priorité routière, pourriez-vous ajouter à la signalisation légale une signalisation temporaire et spécifique, panneau d'avertissement jaune, au niveau des intersections concernées? Ouais, j'ai demandé à ce qu'on la renforce et je pense d'ailleurs que celle-là était d'ailleurs. Avec des panneaux, c'est marqué, j'y suis passé ce matin, attention, changement des règles de priorité. Je ne peux pas être plus clair. Attention, changement des règles de priorité. C'est pas la priorité à gauche. Ou alors, je ne sais pas, il faut l'écrire, priorité à droite, dans 15 mètres, dans 25 mètres. Voilà. Donc là, les panneaux, ils sont. Je suis désolé, mais j'y suis passé ce matin. Pour avoir traversé nos stands hier, en me rendant à Vannes, à l'aller comme sur le retour, ils ont également mis le centre-bourg, et en tout cas la traversée de la ville de la commune de Nostan en priorité à droite. Ça fait 4-5 ans déjà. Oui. Et ils ont mis une signalisation spécifique que je n'avais pas remarqué avant. Alors est-ce que je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais en tout cas je la trouve très, très, très pertinente et adaptée. En tout cas, voilà, on peut aussi. D'accord. Alors, je vais faire un petit bond en arrière encore une fois. Lorsqu'on a fait des cheminements pour vélo sur la Riantec, il me semble bien qu'en conseil municipal, j'avais eu une réflexion sur quoi c'était déjà. Ah oui, c'était une forêt de panneaux. Oui, à Nostan, effectivement, il y a une forêt de panneaux. Ouais. Ça, c'est sûr, tous les 50 mètres, il y a un panneau. Bon, moi, je veux bien, on peut mettre des panneaux partout. Hein. Mais à l'inverse, comme je vous dis,
On m'avait reproché d'en avoir mis trop, alors je ne sais plus trop comment faire. Je précise, il s'agit d'une signalisation temporaire et spécifique. Oui, vous citez nos stands, où voilà, mon collègue Jean-Pierre, c'est vrai que ça fait plus d'un an, un an et demi, 2 ans que les panneaux y sont. Hein. Mais à juste titre. Voilà. Mais qu'on ne vienne pas me reprocher après qu'il y a une forêt de panneaux. Je ne le ferai pas, promis. Très bien. Eh bien, écoutez, le conseil est terminé, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on aura donc je pense qu'on aura un conseil avant fin décembre. Voilà. On me fait signe que oui. Ben, le PLH, c'est demain. C'est demain au conseil communautaire. On n'aura pas que le PLH. On aura également, pour la petite histoire, vous savez, avec la loi climat et résilience, la mise en compatibilité du SCOT sur le SRADET. Donc la loi climat et résilience instaure une gouvernance de la conférence des SCOT et on aura donc à la voter avant, il me semble bien que c'est avant le 1er janvier d'ailleurs, voilà. On aura ça, le PLH. Ah oui, et puis ce qu'on a parlé en commission, la zone des énergies renouvelables, là où, vous savez, les zones qu'on doit pointer sur la commune. Oui, M. Manardet. Oui, je ne sais pas. On a le PV. On ne signe pas le PV? Ah non, c'est vrai qu'on ne signe plus le PV, ah oui, non, c'est le secrétaire qui signe le PV. Mais non. C'est vrai. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.